Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans le cadre de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires. Alors c'est demain, le 24 avril. À cette occasion, Antidote a souhaité organiser ce webinaire pour éclairer un débat ô combien d'actualité et m'en a confié la modération. Quelques informations pratiques avant de commencer. Donc le webinaire est enregistré. Le replay sera mis à votre disposition sur le site d'Antidote Europe. Vous êtes en mode écoute uniquement, néanmoins vous avez l'onglet Q et R pour poser vos questions après chacune des interventions. Le chat reste ouvert en cas de difficultés techniques ou de commentaires. Alors l'expérimentation animale, c'est une question qui est particulièrement complexe. Elle est au centre d'un jeu de fortes contraintes, obligations réglementaires qui imposent des expériences sur les animaux, les questions éthiques et morales qu'elle pose, les intérêts économiques décisifs qui en découlent et une recherche scientifique structurellement organisée autour d'elle. Donc c'est un sujet qui est résolument à part de la cause animale. Elle a trouvé cette année un point d'accroche particulier, vous en avez certainement entendu parler, le projet d'agrandissement du centre d'élevage de primates du CNRS, qui, par l'opposition tenace qu'elle suscite, a créé une brèche, une aspérité dans la communication bien huilée de ses partisans. Nous voici donc partis pour 1 heure et demie à explorer ensemble les opportunités et peut-être les points de bascule qui se font jour. Avec nous, Roland Cache, médecin, vice-président de Transsciences, Émilie Dardenne, professeure des universités, spécialiste des études animales, Alice, directrice de l'Institut européen pour le droit de l'animal, Melvin Joss, directeur de Convergence Animaux-Politique, et André Ménage, vétérinaire et président d'Antidote Europe. On me dit que les chats est désactivé. Euh, c'est OK. Du coup, on va rester comme ça si c'est aussi OK pour vous. Rapidement, Antidote Europe, c'est une association qui œuvre depuis 20 ans maintenant à une meilleure prévention en matière de santé humaine et une recherche biomédicale fiable, non basée sur l'expérimentation animale. Et sans plus attendre, je laisse la parole à André. Bonne session à toutes et tous. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, quelques chiffres pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'expérimentation animale. Donc, l'enquête statistique 2024 du ministère de la Recherche, 2 millions d'animaux utilisés, grosso modo, en 2024-2023, ça ne change pas. Il faut ajouter à ce chiffre de 2 millions d'animaux utilisés un autre 2 millions d'animaux qui ne sont pas comptabilisés parce que ils ne vont pas subir des expériences. C'est-à-dire, ces animaux-là sont utilisés pour la reproduction, également sont tués pour leurs organes, leurs tissus, etc. Donc, en tout, on parle de 4 millions d'animaux, donc la quasi-totalité seront tués ou euthanasiés. Alors, pour vous donner une idée d'espèces, donc souris 72%, lapin 8%, rat 6%, poisson 3,6%. Donc ça, ce sont donc, en ordre descendante. Et puis plus particulièrement, ce qui intéresse beaucoup le grand public, c'est les singes et les chiens. Donc les singes macaques 2640 et chiens 3342, tout cela en 2024. Et juste un mot important, donc les procédures, il y a des procédures légères, modérées et sévères. Les procédures sévères peuvent entraîner la mort de l'animal au cours de l'expérience. On parle en 2024 de 7,8% du total, en 2023 9,3% du total et en 2022 11,5% du total. Donc des procédures sévères qui entraînent beaucoup de souffrance et parfois la mort de l'animal, ce qui est particulièrement inquiétant, surtout quand les gens
Les chercheurs, ils ne travaillent pas le week-end ni le soir, et donc les animaux peuvent mourir petit à petit pendant cette période-là. Voilà et puis, les procédures sévères, ça concerne surtout les souris. 75% du total des procédures sévères sont subies par les souris. Voilà une petite introduction. Une question dans le chat sur les animaux surnuméraires, est-ce qu'ils sont comptabilisés? J'imagine que c'est les 2 millions dont tu parlais de lignées justement de reproduction. Oui, alors, ce sont des animaux qui seront normalement tués à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé que en tout, c'est 4 millions d'animaux et dont la quasi-totalité seront euthanasiés ou tués. Merci André. Du coup, le recours à l'expérimentation animale est encadré par le législateur afin notamment de s'assurer que les effets des substances sont suffisamment évalués avant leur mise en marché. Dans ce contexte, on a environ un quart des animaux en France qui sont utilisés pour des tests toxicologiques et réglementaires. Du coup, le cadre légal, il est important et on a noté quelques avancées ces derniers mois, années. Et pour en parler, on accueille Alice Di Concetto. Donc Alice, tu es juriste spécialisée en droit de l'animal, tu enseignes l'éthique animale à Sciences Po et tu as fondé en 2021 l'Institut européen pour le droit de l'animal. Donc c'est le premier think tank spécialisé sur la place de l'animal en droit et dans les politiques publiques. Oui. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfaitement. Ok, super. Eh bien, merci Charlotte pour cette présentation et bonjour à toutes et à tous. Merci à Antidote Europe de m'avoir conviée à cette table ronde et donc sans plus tarder, je vais tenter de dresser un bilan et de présenter les perspectives d'évolution s'agissant de la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques dans le droit et les politiques publiques de l'Union. Alors, je procéderai tout d'abord à un rappel du cadre réglementaire européen, puisque le droit européen, sur cette question précise, laisse en vérité très peu de marge de manœuvre aux États membres dans l'adoption de normes de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. J'aborderai évidemment les limites de ce cadre réglementaire et ensuite je conclurai sur une note davantage positive concernant les récentes évolutions que les défenseurs de la protection animale, que les défenseurs des animaux ont arrachées aux institutions européennes ces dernières années. Alors, le cadre réglementaire européen, il se compose principalement de trois législations, que sont la directive de 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, le règlement cosmétique de 2009 et le règlement 440-2008 qui codifie en vérité les tests auxquels doivent avoir recours les industriels dans le cadre de la mise sur le marché des substances chimiques. J'aborderai pas trop, en vérité, j'aborderai pas beaucoup ce dernier règlement, mais sachez qu'il codifie pas seulement les tests qui sont validés par l'Union européenne, mais également ceux qui sont validés par une autre organisation internationale qui est l'OCDE et avec laquelle l'Union européenne coopère en matière réglementaire s'agissant des méthodes alternatives. Alors, s'agissant de la directive 2010-63 en particulier, il me semblait important de revenir sur la mention qui est faite par le législateur européen d'un objectif final de transition vers une science sans animaux et peut-être de nuancer la portée de cet objectif puisque cet objectif figure dans les considérants de la directive. Les considérants, c'est ce qui compose le préambule d'une directive ou d'un règlement et qui n'est pas contraignant, ça n'a pas de valeur légale. C'est à la manière de ce que vous trouvez dans le droit national. Les préambules sont là pour un peu replacer l'acte législatif dans le contexte et ils guident notamment le juge dans l'interprétation des dispositions qui peuvent faire l'objet de divergences d'interprétation. Et donc non seulement la mention de cet objectif final se trouve dans les considérants, mais il s'accompagne de précautions oratoires de la part du législateur européen qui reconnaît la nécessité de l'utilisation des animaux, y compris pour les animaux eux-mêmes. Le législateur européen nous dit l'utilisation d'animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale ainsi que l'environnement, ce qui est voilà, c'est cette idée que cause des maltraitances aux animaux bénéficie en fin de compte aux animaux eux-mêmes. C'est une idée un peu un espèce de raisonnement circulaire qu'on trouve très souvent dans la législation européenne.
sur le bien-être animal, et donc la directive de 2010 n'y fait pas exception. Et le législateur européen nous dit aussi que finalement les évolutions réglementaires sont fortement dépendantes des progrès scientifiques, puisque cet objectif de remplacement total eh bien, sera possible, enfin sera atteint dès qu'il sera possible sur un plan scientifique. Donc il ne s'agit pas seulement de volonté politique, il s'agit aussi des progrès scientifiques. Et donc dans ce contexte, le législateur précise que la directive de 2010 vise également, mais en fait, à assurer eh bien, un niveau élevé de protection des animaux qui doivent encore être utilisés dans les procédures. Et effectivement, les mesures prévues dans la directive, qui donc elles sont contraignantes, visent avant tout à protéger les animaux durant les procédures d'expérimentation animale et non pas tant pas tant à mettre fin à l'expérimentation animale. Donc ça signifie pas que ces mesures, que moi je qualifie de welfaristes, ne sont pas ambitieuses. Au contraire, on retrouve une codification des fameux 3 R qui est assez rare, hein. En général, le législateur européen parle beaucoup de grands principes, mais ne fait pas l'effort de traduire ces grands principes dans un langage réglementaire qui assure la mise en œuvre de ces principes. Ce n'est pas le cas dans la directive de 2010, qui traduit véritablement les 3 R en langage réglementaire. On retrouve aussi des restrictions sur l'usage de certaines espèces animales, une réglementation des procédures génératrices de souffrance, comme ça a été évoqué précédemment, des normes de bien-être animal et une réglementation des méthodes de mise à mort des animaux et une obligation qui est faite à la communauté scientifique de mettre en place des procédures d'évaluation et d'autorisation pour tous les projets scientifiques qui entrent dans le champ d'application de la directive. Voilà, je ne m'étends pas trop sur le champ d'application de la directive, je suis heureuse de répondre éventuellement à vos questions, mais en gros, voilà, tous les animaux qui sont utilisés à des fins scientifiques, eh bien, tous les projets qui impliquent l'utilisation d'animaux dans des projets scientifiques doivent faire l'objet d'une évaluation et d'une autorisation. Alors, dans la continuité de l'idée que j'ai exprimée qu'il s'agit d'un welfarisme assez ambitieux néanmoins, le législateur européen interdit également eh bien, les tests animaux pour les cosmétiques, que ce soit les produits finis ou les ingrédients qui rentrent dans la composition des cosmétiques, et interdit la vente des cosmétiques ayant fait l'objet de tests sur animaux, ce qui rend inutile les tentatives de délocalisation des industriels qui auraient souhaité poursuivre les tests sur animaux en dehors de l'Union européenne. Donc voilà, c'est assez important pour le souligner que cette interdiction de la pratique s'accompagne d'une interdiction de vente de produits issus de cette pratique, ce qui en fait une interdiction en vérité assez robuste. Cependant, s'agissant voilà, des mesures véritablement de transition vers une science sans animaux, les moyens alloués au développement d'alternatives restent en vérité insuffisants. Donc la directive prévoit la création d'un laboratoire de référence qui est responsable du développement des méthodes alternatives et substitutives, qui est l'EGVAM. Mais voilà, j'ai reproduit ici les fonctions et les responsabilités, fonctions et tâches de ce laboratoire qui sont assez étendues. Cela est à mettre en relation évidemment avec un budget qui est relativement limité, de 5 millions d'euros par an en moyenne, et qui évidemment semble très insuffisant au regard des responsabilités qui sont attribuées à cette administration, et qui se traduit en fait par des temps de validation des méthodes particulièrement longs. Alors, parlons maintenant des limites ou un peu plus des limites de la législation européenne et en particulier des limites de la directive de 2010. Alors, pour parler des limites, il faut toujours identifier quels étaient les objectifs de la législation. Et s'agissant de la directive de 2010, le législateur européen agit au titre de sa compétence sur le rapprochement des législations, qui est du jargon technocratique pour dire que l'Union européenne, en vérité, intervient pour harmoniser la législation dans les 27 États membres, puisque depuis l'adoption d'une première directive en 1986, la Commission européenne s'est rendue compte que les États membres, ils étaient 28 en 2010, et bien en vérité avaient adopté leurs propres normes et que ces normes différaient considérablement d'un État membre à l'autre. Malheureusement, cet objectif n'est pas atteint et en fait est voué à échouer dès le début des négociations qui ont lieu entre les institutions européennes au début des années 2000, puisque la directive de 2010 est adoptée, et même les négociations qui précèdent l'adoption de cette directive ont lieu après l'adoption de normes dans les États membres.
Et la France est un parfait exemple de ce conflit de calendrier, de cette incohérence dans le calendrier, puisque en France, un processus d'autorisation et d'évaluation des projets impliquant l'usage des animaux était en place préalablement à la directive de 2010. Donc, je vous propose ici un historique de la législation européenne à la lumière en particulier des évolutions normatives en France. Donc ce qui se passe en France c'est également passé dans d'autres États membres, mais évidemment, comme il s'agit d'un public français, je me suis attachée ici à la France. Et vous voyez que la France a adopté en vérité des normes dès les années 90 qui aboutissent à un cadre national normatif relativement avancé en 2008 et que la directive n'arrive seulement qu'en 2010 avec une entrée en vigueur en fait en 2013. Donc autrement dit, l'Union européenne arrive un peu après la bataille et n'a d'autre choix devant les progrès normatifs qui ont été effectués par les États membres, en vérité d'harmoniser au minimum les pratiques. Et ce qui donne lieu à une directive qui est parfois silencieuse sur un certain nombre de points, notamment la question de la composition et la gouvernance de ce que la directive ne nomme même pas comité d'éthique. La directive parle d'autorité compétente responsable de l'évaluation et des autorisations de projet, que nous appelons comité éthique en France, mais que la directive ne s'aventure même pas à nommer. Et sur la question en particulier de la question de la composition des comités, il y a eu un certain nombre de controverses et qui s'est traduit notamment par un contentieux. Je vous ai mis ici l'exemple de la décision du Conseil d'État qui a été rendue en décembre dernier et qui tranche en faveur du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui s'oppose donc aux arguments qui ont été avancés par l'association Transsciences sur la question de la composition des comités éthiques qui, selon Transsciences, n'étaient pas conformes aux principes généraux posés dans la directive de 2010. Alors une autre limite de la directive de 2010, et pas des moindres, c'est que cette directive limite très fortement la capacité des États membres à développer leur droit national en matière d'expérimentation animale. Il est fait mention de manière très explicite dans la directive de 2010 que les États membres ne peuvent pas adopter des mesures mieux disantes par rapport aux droits de l'Union. C'est d'ailleurs une anomalie dans la législation sur le bien-être animal en Union européenne, puisque systématiquement le législateur précise que l'Union européenne pose des normes minimales et que les États membres sont bien sûr, en regard du principe de subsidiarité des États membres, en mesure d'adopter des normes mieux disantes. Ce n'est pas le cas pour la directive de 2010, dans laquelle il est fait interdiction aux États membres d'adopter des mesures mieux disantes que celles fixées en droit européen. Et non seulement cette interdiction explicite existe, mais la Commission européenne est particulièrement scrupuleuse dans l'application de cette interdiction. Et donc, par exemple, l'Italie a été mise en demeure à plusieurs reprises pour avoir interdit l'utilisation d'animaux dans le cadre de recherche sur les xénogreffes et les études en addictologie, donc des mesures qui allaient au-delà de ce que prévoyait la directive de 2010. Et l'Italie a fortement résisté, mais a été contrainte de modifier sa réglementation de manière à l'aligner avec le droit de l'Union. Et enfin, une troisième limite, évidemment, c'est l'existence de dérogations aux différentes interdictions de principe qui sont posées dans la législation sur le bien-être animal. On voit qu'il y a une codification systématique de l'interdiction de tests sur animaux, sauf en dernier recours dans l'ensemble de la législation pertinente en droit de l'Union, mais il existe, voilà, malgré ce principe d'interdiction d'utilisation des animaux, il existe une dérogation extrêmement forte qui se trouve dans les règlements REACH, qui impose des tests sur animaux pour une série d'ingrédients, y compris d'ailleurs des ingrédients qui sont utilisés dans les cosmétiques, aux fins de garantir la protection des travailleurs et de l'environnement. Et la validité des méthodes substitutives dans le cadre de l'application du règlement REACH fait également souvent l'objet de controverses qui sont traduites par des contentieux, notamment à l'initiative des industriels qui préfèrent, notamment pour des raisons économiques, mais pas que, se passer d'animaux. Et donc je vous ai mis ici une référence à un arrêt très important de la Cour de justice de l'Union en 2021, dans laquelle le juge européen valide le recours à des tests sans animaux par ESSO et s'oppose de ce fait à l'exigence qui était faite par les administrations européennes et nationales d'imposer à ESSO des tests sans animaux au titre de la dérogation prévue dans le règlement REACH. Alors pour finir sur
j'espère, une note d'espoir. Le cadre réglementaire européen a connu ces dernières années des évolutions particulièrement positives, notamment grâce au travail des associations de protection animale. Une première de ces mesures positives, c'est l'adoption de normes de protection pour de nouvelles espèces animales, ce qui montre que la réglementation évolue effectivement à la lumière des progrès scientifiques. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas s'agissant de la législation sur le bien-être animal. Je pense notamment aux animaux d'élevage, pour lesquels malheureusement les normes n'évoluent pas, mais ça semble être le cas pour les animaux utilisés à des fins scientifiques. Et enfin, dernière victoire en date, l'interdiction des tests sur animaux pour les produits détergents, qui s'accompagne également d'une interdiction de vente des produits ayant fait l'objet de tests sur animaux. Donc on retrouve une double interdiction, pratique et vente de produits issus de la pratique, à la manière de celle qui existe pour les cosmétiques. Ça, c'est vraiment des mesures extrêmement importantes, extrêmement efficaces en droit de l'Union. Voilà, en guise de conclusion, je vous renvoie à notre publication annuelle qui propose chaque année une rétrospective des nouvelles lois et jurisprudences en droit de l'Union et le droit national des 27 États membres, donc y compris s'agissant de la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Et je vous renvoie également à notre newsletter mensuelle si vous ne voulez pas attendre à la fin de l'année pour avoir une rétrospective sur ce qui s'est produit durant l'année. Nous proposons une newsletter mensuelle en français avec un contenu adapté à un public francophone sur les évolutions juridiques un peu en direct, en tout cas tous les mois, voilà, les évolutions au niveau de l'Union européenne et aussi au niveau des 27 États membres. Je vous remercie pour votre attention et voilà, je me tiens à votre disposition s'il y a des questions ou des commentaires. Merci. Merci beaucoup, Alice. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent qu'il y a ce petit onglet Q et R à activer pour poser vos questions directement. Et il y en a une ici de Michel qui demande si les industriels préfèrent donc se passer d'animaux dès qu'ils le peuvent. Euh, Qu'en penses-tu? Oui, alors en fait, c'est un des cas où on voit une convergence entre les intérêts des animaux et les intérêts économiques de certains industriels. C'est pas que pour des raisons économiques, c'est en partie pour des raisons économiques parce que les tests sur animaux coûtent beaucoup d'argent en raison voilà, des différentes limites qui sont posées de la réglementation en place, notamment, mais aussi parce que tout simplement ça coûte cher, même dans les endroits où il n'y a pas de réglementation, ça coûte cher d'utiliser des animaux parce qu'il faut s'en occuper, il faut les nourrir, etc. Euh, et c'est aussi pour des raisons réputationnelles, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne souhaitent pas tester sur les animaux parce qu'elles sont conscientes du fait il s'agit d'une préoccupation sociétale très importante. Et elles ne veulent pas, elles veulent éviter le recours aux animaux parce que les consommateurs et de façon plus générale les citoyens s'y opposent fortement. Hmm. Surtout s'agissant de produits, on parle pas de, voilà, on parle pas forcément de médicaments, on parle vraiment de produits, de substances chimiques qui rentrent dans la composition de produits de consommation, quoi. Donc il y a, c'est ce qui, voilà, ça semble un peu futile de devoir tester sur les animaux pour ce genre de produit, en tout cas pour l'opinion publique. Euh, Il y a aujourd'hui pas la possibilité en Europe de remplacer totalement les tests sur les animaux, même si les méthodes alternatives se développent. Elles doivent être validées, acceptées par le régulateur. C'est pas encore le cas. En revanche, aux États-Unis, on a des voies qui commencent à s'ouvrir, plus de flexibilité dans la reconnaissance de ces méthodes non animales, et on le verra un peu plus tard. Est-ce que ça influence l'Europe? Est-ce que toi, tu entends des bruits de couloir justement dans ce sens qui pourraient donner un peu d'espoir dans les années à venir? Non, parce que enfin, le droit de l'Union est particulièrement protecteur des intérêts des humains et des patients. Vous savez qu'on interprète le principe de précaution de manière extrêmement stricte en droit de l'Union, là où il n'existe pas en fait, en droit américain, mais dans bien d'autres systèmes juridiques. Donc, ce qui peut se passer aux États-Unis se passera pas du tout automatiquement en droit de l'Union. Et s'agissant des bruits de couloir, alors moi je ne sais pas si je suis dans les bons couloirs, mais en tout cas, voilà, ce qui revient souvent de la part de la Commission européenne, c'est que
rien ne pourra se faire sans progrès scientifique. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'au niveau, voilà, j'ai envie de dire, d'un point de vue juridique, il n'y a pas tant de problèmes que ça, mais c'est du point de vue de l'orientation des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun moyen qui sont alloués actuellement au développement des méthodes alternatives ou substitutives. Donc voilà, j'ai aucun problème avec le fait qu'il faut attendre des progrès scientifiques, mais malheureusement, ce n'est pas l'orientation que prennent les politiques publiques quand il s'agit d'investir dans le développement de ces méthodes. Hmm. Merci Alice. On n'aura pas la possibilité pour des raisons de temps, de traiter toutes les questions, mais par contre, on essaiera d'y répondre par la suite. Donc, on les laisse en suspens, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui te sont adressées et nous te les transmettrons. Et peut-être on fera justement dans le replay un document pour pouvoir répondre à ces questions supplémentaires. On va passer à l'intervention suivante, encore une fois pour des contraintes de timing. Donc, ok, pas pour l'instant d'annonce en ce sens. Pourtant, l'exemple des États-Unis il est quand même intéressant à observer. Il se passe des choses à l'international et c'est vrai que André ménage du coup à quelques éléments à nous partager là-dessus. Plusieurs annonces semblent quand même amorcer un tournant, quand même, à la fois scientifique et parfois réglementaire. Donc André, tu es vétérinaire, tu es président d'Antidote Europe. Donc Antidote et prend position très clairement contre l'expérimentation animale pour des raisons scientifiques. Et tu as travaillé notamment dès les années 2000 sur l'amendement de la déclaration d'Helsinki pour justement promouvoir les méthodes dites de remplacement. Donc bon, ça fait longtemps que tu es sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous partager les éléments relatifs à ce que tu vois ailleurs qui peuvent peut-être constituer justement des points de bascule? Merci Charlotte. Eh bien, les États-Unis sont en tête. Et si nous parlons de primates, parce que c'est un des sujets les plus importants dans l'actualité, à cause du débat autour du centre d'élevage de primates à Roussé. Donc, quelques bonnes nouvelles de la part des États-Unis. Donc, en fin 2025, euh, un des centres toxicologiques euh, du gouvernement, donc le CDC, a fermé ses portes, ce qui a sauvé environ 200 singes macaques. Quelques mois plus tard, donc début 2026, euh, on constate des discussions sérieuses entre le centre de recherche, un des plus grands centres de recherche aux États-Unis sur les primates à Oregon, avec le NIH, pour convertir ce centre de recherche en sanctuaire. C'est quasiment du jamais vu. Et là, ça va épargner 5000 singes macaques. Malheureusement, la France va en contre-courant, justement parce que le CNRS veut agrandir le centre d'élevage à Rousset. On espère que avec les débats et les discussions, on pourra arrêter cela et plutôt passer aux méthodes de remplacement. Le singe macaque, pour information, est souvent la deuxième espèce utilisée pour tester des produits biologiques comme des anticorps et des vaccins. Quand on parle de deuxième espèce, donc tout médicament, normalement, va être testé sur deux espèces différentes, au moins deux espèces, un rongeur et un non-rongeur. Le rongeur, normalement, le rat. Le non-rongeur, soit le chien beagle, soit le singe macaque. Et comme je l'ai dit, c'est plutôt pour tester des vaccins et des produits biologiques. Alors, le singe n'est pas beaucoup plus prédictif pour la santé humaine que le rat. Nous sommes séparés du singe macaque par 25 millions d'années d'évolution. C'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle ces animaux sont immunisés contre certaines maladies. Ils ont des différents cancers à les nôtres, etc. Les États-Unis également sont en tête en ce qui concerne le remplacement des tests sur les animaux, notamment les organes sur puce,
si vous voulez, je dirais, le star aujourd'hui des tests de remplacement. Ce sont des technologies dignes du 21e siècle qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus prédictifs en ce qui concerne, par exemple, identifier des effets secondaires de médicaments déjà sur le marché ou en cours d'autorisation de mise sur le marché. Le problème que nous avons actuellement, ce n'est pas un manque de technologie, c'est un manque de communication. Comment communiquer ces bonnes nouvelles aux agences de réglementation, au grand public et aux élus? Euh, pour les agences de réglementation, malheureusement, ils sont beaucoup plus habitués à traiter des données issues de tests sur les animaux. Et quand on leur présente des données issues d'organes sur puces d'origine humaine, ben, ils ne savent pas quoi faire. Ils doivent ralentir le processus, ce qui est aberrant, puisque c'est, si je prends l'exemple du foie sur puce, qui est beaucoup plus fiable pour détecter des effets secondaires graves au niveau du foie humain, ben, c'est quelque chose qu'on aurait dû mettre en place il y a déjà plusieurs années. Cette astuce, cet organe sur puce, a déjà fait ses preuves. C'est-à-dire, quand on le compare avec les données issues de tests animaux, ben c'est évident, c'est très clair, qui dévoile beaucoup plus d'effets secondaires graves. Et les impacts, les effets secondaires au niveau du foie, ce n'est pas banal. Parce que les médicaments qui abîment ou qui détruisent le foie humain, eh ben, on a besoin parfois de transplanter un foie, ce qui va coûter l'État ou l'individu 150 000 euros. Donc, ce n'est pas banal. Donc, on suit ce qui se passe. Alors, pourquoi est-ce que les choses bougent plus aux États-Unis qu'en France? Ben, je dirais que le climat politique aujourd'hui est beaucoup plus favorable euh, au sujet de remplacement qu'en France. Également, vous avez des associations aux États-Unis comme le PCRM, Physicians Committee for Responsible Medicine. Ils ont 17 000 adhérents. Ils sont chercheurs, scientifiques et médecins. Ils ont également des associations lanceurs d'alerte. Et ces gens-là, normalement, ont des bons contacts au niveau du Parlement, du Congrès, etc. Euh, voilà ce que je voulais dire. Grosso modo, je suis heureux de prendre des questions. Il y en a une de Michel qui, euh, qui questionne le fait qu'en effet, dans d'autres domaines aux USA, dans d'autres domaines que celui de la science, avec l'administration Trump, il se demande s'il faut prendre au sérieux ces annonces. Et il pense par exemple aux questions environnementales ou vaccinales. Alors, on peut se fier aux données, aux chiffres que j'ai cités. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a fermé ce centre de recherche du CDC et c'est vrai que le centre de recherche à Oregon est en discussion sérieuse avec le NIH. C'est déjà un premier pas très important. Pour le reste, je pense que il faut attendre, il faut voir comment les choses vont évoluer. On demande également si tu sais combien de singes sont utilisés aux US. Ah, c'est beaucoup plus qu'ici, évidemment. Euh, je n'ai pas le chiffre exact en tête, donc je vais pas citer n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus qu'en France. Euh, il y a quelques jours, vous avez sans doute vu passer les images de l'ONG Animals Australia, obtenues par un lanceur d'alerte qui montre plusieurs animaux de différentes espèces, chiens et primates notamment, soumis à des tests comprenant des injections, des inhalations, du gavage. Donc, ce sont des images extrêmement difficiles. Et certaines d'entre elles sont des tests qui servent notamment à tester sur les animaux des produits chimiques industriels et notamment des pesticides. Alors la question des pesticides, elle est aussi d'actualité. On y est exposé partout, tout le temps, et leur impact sur notre santé est en train d'être solidement documenté.
Et Antidote, toi André, tu fais partie en tout cas des personnes qui remettent en cause la fiabilité de ces tests sur les animaux pour l'homologation de ces substances. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose sur cette actualité-là? Oui, alors, pour l'industrie chimique, il suffit de tester un nouveau produit chimique pour obtenir une autorisation de mise sur le marché sur quelques espèces, quelques invertébrés, poissons, zèbres, vers de terre, puces d'eau. Et ensuite, en ce qui concerne la santé humaine, normalement, le rat est l'animal de référence, c'est-à-dire le rat est un mammifère, l'homme est un mammifère, et donc pour la justice, ben, c'est acceptable. Malheureusement, la plupart des juges n'ont pas de formation en biologie évolutionnaire. Je donne l'exemple tout simplement du glyphosate. Donc le glyphosate euh, va subit en ce moment beaucoup d'investigations, beaucoup de questions. Le fabricant du glyphosate a pensé que le fait que le glyphosate abîme uniquement les voies métaboliques chez les plantes, qu'il n'y aura aucun danger pour la santé humaine. En revanche, on sait déjà depuis environ 5 ans que la plupart, ou certainement beaucoup de nos bonnes bactéries dans nos intestins appartient euh, plutôt du côté végétal que du côté animal. C'est-à-dire, ces bonnes bactéries sont endommagées par le glyphosate et beaucoup d'autres produits chimiques, pesticides, censés uniquement cibler des voies métaboliques chez les plantes. Donc, c'est quelque chose que la réglementation, par exemple, ne prend pas en compte. Et donc, Antidote Europe, par exemple, a fait appel à l'ANSES pour leur demander s'ils allaient inclure ce genre de test. On peut aujourd'hui utiliser in vitro un microbiote intestinal humain pour comprendre l'impact d'un pesticide sur notre microbiote. Tu as une question de Marjorie qui dit que plusieurs espèces sont concernées par l'expérimentation animale, mais tu n'as pas cité les cochons. Or, il lui semble que cette espèce est largement concernée. Est-ce que tu as une idée du nombre d'individus testés et dans quel... Alors, vous pouvez, oui, oui, ces statistiques sont disponibles sur le site du ministère de la Recherche. J'ai cité les espèces les plus utilisées au départ, c'est-à-dire que donc poisson, c'était déjà la quatrième espèce le plus utilisée et ça représentait 3,6%. Donc le cochon, c'est plus bas. Vous allez trouver donc le cochon, c'est peut-être quelques centaines d'animaux par an, mais toutes ces statistiques sont disponibles sur le site du ministère de la Recherche. Et dans quel domaine d'études les cochons sont particulièrement utilisés, tu sais, c'est... Alors, je disais, je pense pour la formation, donc pour les chirurgiens, pour des études concernant des maladies du cœur, des brûlures. Euh, mais vous avez aujourd'hui la possibilité de remplacer le cochon. Par exemple, dans l'enseignement, il existe des mannequins, il existe des outils pédagogiques très, très performants. Je dirais que ça, c'est dans l'enseignement, la formation, c'est un bel exemple où on peut remplacer quasiment toute utilisation d'animaux. Est-ce que tu as une question de Michel qui demande si on peut vraiment se fier aux statistiques diffusées par le ministère? Ben, on n'a pas trop le choix. Je ne connais pas d'autres moyens d'obtenir ces chiffres. Ok. Euh, Merci beaucoup, André. Euh, on va faire un focus sur le projet de Rousset il y a exactement un an, devant la mairie du Rousset dans le sud de la France. On était une centaine de militants à se rassembler pour dénoncer ce projet porté par le CNRS, donc l'extension d'un élevage de primates destiné à la recherche scientifique académique. Et cette contestation a donné lieu à plusieurs dizaines d'articles de presse cette dernière année, un fait plutôt rare sur la question de l'expérimentation. Ce projet serait-il celui par lequel le changement arrive?
On a Roland Cache pour nous en parler. Roland, tu es médecin, consultant en économie de la santé et santé publique. Et tu es également vice-président de Transscience, une association qui accompagne la transition vers une recherche non animale. Euh, Nous t'écoutons, Roland. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour. Donc, je vais présenter en quelques diapositives l'état de la réflexion sur le projet du Rousset. Donc, il s'agit d'un projet voilà, euh, qui est porté par le CNRS depuis 2021 euh, pour mettre en place ce qu'ils ont appelé à l'époque un Centre national de production de primates. Le terme a changé, mais c'est le même esprit. Donc en 2021, le CNRS a sollicité un financement de 30 millions d'euros auprès de l'Agence nationale de la recherche en réaction à ce qui était considéré par certains acteurs comme une pénurie et des difficultés d'accès aux primates pour la recherche. Je m'avais supposé pénurie parce qu'en pratique, quand on regarde l'évolution des nombres d'utilisations annuelles depuis 2020, on n'a pas vu à cette époque de diminution. Bon. Cette subvention était demandée au titre du plan d'investissement France 2030 qui finance tout un tas d'innovations et d'investissements dans la recherche dans tous les domaines. Euh, Sauf que là, il ne s'agissait pas de développer des projets de recherche, mais simplement de financer un élevage. En 2022, il y a eu plusieurs échanges entre l'Agence nationale de la recherche et le CNRS avec des expertises qui ont été demandées. Le CNRS a répondu aux expertises. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que ça a été assez complexe, mais juste un point. L'Agence nationale de la recherche avait demandé en particulier au CNRS de justifier l'évaluation du dimensionnement proposé et, et le CNRS n'a pas répondu. Mais la subvention a quand même été octroyée par une décision du janvier 2023 d'Elisabeth Borne, à l'époque Première ministre, autorisant l'ANR et le CNRS à contracter, contrat qui a été signé en mai 2023 pour les 30 millions d'euros, pour donc un hébergement de 1800 primates. Alors les chiffres ont évolué dans le temps entre les années. Là, je donne les derniers chiffres, si je puis dire, produits par le CNRS en 2025. C'est 1800 primates pour en vendre de l'ordre de 250 par an. 200 cynomolgus, 25 macaques rhésus et 25 babouins en moyenne annuelle. Dès cette époque, deuxième semestre 2023, un appel d'offres européen a été lancé pour fournir le Rousset en macaques reproducteurs, donc et reproductrices surtout, en provenance de l'île Maurice. Donc, ça avait un marché qui était de 10 millions d'euros pour 500 macaques. Dans dans les dernières estimations que le CNRS a produites en 2025, en fait, ils en auraient commandé que 370 pour le moment. Mais il était prévu de toute façon un étalement de la commande jusqu'en 2030. Au premier semestre 2025, le débat a commencé à émerger largement. Alors, je cite quelques éléments, mais il y a eu pas mal de tribunes presse et comme l'a dit Charlotte. Le sénateur Guy Benaroche a posé une question écrite au ministère de la Recherche. Il y a eu ce rassemblement au Rousset le 26 avril 2025 et une tribune dans Le Monde le 20 mai 2025 qui déjà rassemblait une cinquantaine de signataires qui posaient le problème des questions non résolues par le CNRS. Ceci a conduit à une consultation publique lancée par le CNRS à l'automne 2025, donc sur un mois, avec un certain nombre de réunions contradictoires, des avis et des questions qui pouvaient être posées sur une plateforme et la production d'un grand nombre de documents, dont des documents déposés par les associations appelés cahiers d'acteurs. À noter que 96% des avis sur la plateforme étaient négatifs sur le projet,
et que dans son rapport, le garant de la consultation, le 16 décembre, a posé un certain nombre de questions et soulevé 5 propositions, et en particulier la poursuite de la concertation. Parallèlement, le président du CNRS avait demandé à son comité d'éthique, au comité d'éthique du CNRS, appelé le COMETS, de réfléchir à l'expérimentation animale en général et au projet du Rousset en particulier. Et ce COMETS a produit fin janvier un avis très argumenté où, concernant le Rousset en tout cas, la conclusion était que le projet ne pourra être acceptable qu'aux conditions suivantes: réaliser une instruction scientifique collective contradictoire et dresser une trajectoire précise de réduction de l'utilisation des primates en recherche académique. Donc ça, c'était deux propositions fortes qui d'ailleurs correspondaient, on l'exprimait différemment. Enfin, je dis on, les associations, on l'exprimait différemment, mais ça allait un peu dans le sens de ce qu'on avait aussi demandé, c'est-à-dire que d'avoir vraiment une expertise indépendante et multidisciplinaire de l'évaluation des besoins de ce projet. À noter que dans cet avis du COMEX, un avis divergent avait été rédigé par Virginie Courtier-Orgogozo, directrice de recherche au CNRS en biologie, et qui s'oppose toujours à l'agrandissement du centre du Rousset pour élever plus de primates pour la recherche, et que les infrastructures actuelles devraient déjà largement suffire pour répondre aux demandes des laboratoires. Le 16 février, le CNRS a répondu à tous ces avis, enfin a répondu si on peut dire, puisqu'il ne modifie pas son projet, il ne poursuit pas la concertation et il ne prend pas en compte les recommandations du COMETS. Donc, c'est un peu une fin de non-recevoir sur tous les axes de questionnement et de proposition. Or, du coup, il y a eu plusieurs réactions. Donc, on a produit un communiqué de presse et il y a notamment cette tribune qui est dans l'actualité, qui a été publiée dans Le Monde le 18 avril, donc samedi dernier, avec 170 signataires scientifiques, que des scientifiques, des professeurs, des directeurs et directrices de recherche, dont beaucoup sont du CNRS, et qui remet en question la position officielle des porteurs de projets. Donc on ne peut plus dire d'ailleurs le CNRS, puisque le CNRS est divisé. C'est ça qui est innovant et fort intéressant et prometteur pour l'avenir, qu'en tout cas un débat survienne au sein du CNRS sur ce projet, est en tout cas positif. Donc parmi les signataires, on a Cédric Villani, Philippe Descola, anthropologue très connu, Sabrina Krief ou Mathieu Ricard, et plein d'autres gens que je ne peux pas tous citer, mais des gens qui savent de quoi ils parlent quand ils s'expriment. Quels sont les arguments pour la remise en cause du projet? Alors, je ne vais pas tous les détailler, je vais juste donner quelques éclairages, mais ils sont de plusieurs ordres et tous ces questionnements n'ont pas reçu de réponse par le CNRS. Donc, c'est la problématique éthique. Je pense que Émilie va davantage développer cet aspect. Il y a le problème de l'évaluation du besoin à 5 à 10 ans. Alors, sur ce point, je montre ce graphique qui présente l'évolution du nombre d'utilisations de primates dans les 4 pays européens principaux qui les utilisent pour la recherche fondamentale ou translationnelle depuis 2018. Donc la France, en bleu, est très au-dessus de tous les autres pays, avec, sur les 4 dernières années, une moyenne de 700 primates utilisés par an, hors réutilisation pour la recherche, ce qui est très supérieur au Royaume-Uni, qui est aux alentours de 174, enfin aux alentours, c'est 174 en moyenne par an, et en Allemagne, 105. Et les Pays-Bas également sont les plus bas. Donc, on ne comprend pas pourquoi la France est positionnée à ce point au-dessus des autres, surtout qu'elle ne publie pas davantage des travaux. Alors, ceci dit, la tendance baissière, qui est évidente pour les autres pays, est déjà observée en France. Et là, en pointillé, vous avez la tendance depuis 2018. La simple poursuite de cette tendance conduit en 2032 la date de première livraison de primates, si je puis dire, du Rousset dans le projet pour les laboratoires. On serait déjà à 241 primates seulement utilisés en France
Donc c'est déjà moins que ce qui est prévu de produire au Rousset en 2032. Donc l'évaluation des besoins a largement été euh, surestimée par les porteurs de projets. Alors du fait de développement des méthodes alternatives, André en a parlé, des possibilités de réduction du nombre de projets avec primates si on renforçait l'évaluation des projets en amont et si on partageait davantage et on réutilisait les données et tissus. Quand on compare ce que je suis en train de faire, les publications françaises, les publications anglaises et allemandes, on s'aperçoit qu'au Royaume-Uni, énormément de publications utilisent des données des études anciennes, des bases de données et des banques de tissus. C'est fait également en France, évidemment, mais dans une moindre proportion. Pour rappel, on avait pu présenter cette publication que j'ai faite avec Lila Courteau de ProAnima, qui montrait que le taux de publication des projets utilisant des primates en France, dans 44% des cas, il n'y avait pas de publication. Donc il y a des projets qui n'aboutissaient pas. Alors c'est normal qu'un projet de recherche parfois n'aboutisse pas, ne donne pas de résultats, ne puisse pas être publié, mais pas à cette hauteur-là, quoi. C'est près de la moitié des projets ne donnent pas de résultats, ne donnent pas d'enseignement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc on peut penser qu'une meilleure évaluation en amont permette de lever cette difficulté. Encore une fois, le débat n'est pas pour ou contre l'expérimentation animale sur cette question du projet du Rousset, mais porte sur le dimensionnement et sur une évaluation sérieuse des besoins dans 10 ans. Et cette évaluation n'a pas été faite. Un dernier argument qui est plus économique, un calcul rapide montre que pour le coût d'investissement qui est au total de 31 millions d'euros, mettons qu'on l'amortisse sur 30 ans, 10 millions pour l'achat des reproducteurs, mettons qu'on l'amortisse sur 10 ans, ça paraît un peu curieux de parler d'amortissement pour l'achat d'êtres vivants, mais la comptabilité ne traite pas les questions morales. Et le coût de fonctionnement annuel du centre est annoncé à 5,1 millions d'euros. Tout ça pour produire environ 250 primates par an. Un calcul rapide montre que le coût de revient sera de 28 500 euros par individu. Alors que le CNRS annonce qu'il vendra chaque primate au laboratoire français à 10 000 euros, et que le prix du marché international, par ailleurs, difficile à connaître, surtout qu'il évolue, mais il est entre 10 et 20 000 euros. Pour rappel, l'appel d'offres de 2023 du CNRS plaçait l'achat du macaque à 20 000 euros. Donc de toute façon, 28 500 contre 20 000, même dans l'estimation haute, fait que ce projet est structurellement déficitaire. Et donc, alors il est annoncé que c'est le CNRS qui va combler le déficit annuel, donc l'argent public. Donc, et à l'horizon 10-15 ans, le CNRS va se retrouver avec 1800 primates, dont la plupart ne seront pas utilisés pour la recherche, seront utilisés par personne qu'il faudra nourrir, évidemment, et soigner jusqu'à la fin de leur vie. Donc, c'est un gouffre financier qui s'annonce, en plus des autres problèmes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Roland. Si on reprend l'idée du point de bascule, cette tribune qui est parue la semaine dernière, elle est quand même importante parce que c'est la première fois qu'il y a vraiment une parole qui se libère au sein de cette institution. Donc c'est assez prometteur. Tout à fait. Et du coup, la transition avec l'intervention suivante, elle porte sur la question politique. Est-ce que sur ce projet, les politiques se mobilisent? Est-ce que vous, Transsciences, vous arrivez à les intéresser sur le projet du Rousset ou sur l'expérimentation animale en général? Quelle est leur place dans votre stratégie? Roland, Bon, excusez-moi, j'ai été, j'avais des interférences, pardon. tu veux que je Excuse-moi, répète la j'ai pas entendu. question? Oui, oui, s'il te plaît, désolé. Sur la question politique, justement, quelle place les acteurs politiques ont
par rapport à ce projet ou plus généralement au projet que vous menez? Comment vous arrivez à les mobiliser, si vous arrivez à les mobiliser? Il y a eu déjà des mobilisations d'acteurs politiques. J'ai cité le sénateur Guy Benaroche, et également le sénateur Arnaud Bazin qui est très attentif à l'évolution de ce projet et assez déterminant. Et au plan européen, il y a déjà eu une lettre ouverte d'une dizaine d'eurodéputés au ministère de la Recherche en France pour questionner le projet. Ils ont également posé une question écrite au Parlement européen. Il y a une mobilisation des acteurs politiques qui cherchent en fait la bonne voie pour agir de façon constructive, parce que c'est toujours mieux d'avoir des contre-propositions. Et en l'occurrence, la contre-proposition, c'est effectivement la voie de sortie, je pense, du débat qui émerge au sein de la société et au sein même du CNRS. Ce serait effectivement de faire une pause sur le projet et de lancer une expertise collective indépendante, multipartenaire, pour remettre à plat les différents arguments, quoi. Parce que là, tel qu'il est, je dirais, un projet comme ça, dans 5 ans, ils se prennent un rapport de la Cour des comptes incendiaire, quoi, hors tout autre sujet, quoi. Merci Roland. Du coup, la question politique, oui, elle se pose. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser sur cette question? Là, c'est un peu plus facile avec le projet du Rousset, mais on va essayer d'élargir aussi le cadre avec Melvin. Comment est-ce que toi, Melvin, tu vois les choses? Donc, tu es docteur en sciences politiques, tu as cofondé le Parti animaliste et tu as créé il y a 10 ans maintenant Convergence Animaux Politiques, qui est une association fondée pour favoriser la coopération entre les ONG justement et les décideurs politiques, pour faire avancer la loi en faveur des animaux. Nous t'écoutons. Merci Charlotte et bonjour à toutes et tous et merci encore pour l'invitation. Bon, j'ai préparé quelque chose de rapide pour essayer de tenir les temps. Donc, bon, alors, rapidement, donc CAP, on est une association, loi 1901. On représente 25 ONG de protection animale auprès des politiques, à l'échelon national très principalement, donc en France. Notre travail il passe par des rendez-vous avec les parlementaires et l'exécutif, des événements de rencontres entre parlementaires, leurs collaborateurs et des représentants associatifs pour pouvoir les sensibiliser, pour qu'il y ait du réseautage, un travail de conseil et de veille et de formation auprès des ONG pour agir collectivement, efficacement auprès des politiques. Et donc, je tiens à préciser aussi que mon expertise à moi, du coup, elle est politique, elle n'est pas sur le fond des différents sujets liés à la condition animale qu'on porte, en l'occurrence sur l'expérimentation animale. Euh, donc nous, on ne porte pas de demande en propre, mais on représente 5 ONG qui travaillent sur ce sujet exclusivement ou en partie. Donc il y a Antidote Europe, il y a Pro Anima, il y a Animal Testing, Human World for Animals et la LFDA. Et donc on a une variété de demandes qu'on porte pour elles auprès des politiques qui portent aussi bien sur la limitation du nombre d'animaux utilisés dans la recherche, donc par exemple par la publication des résultats négatifs des études, que sur le développement des méthodes substitutives et en particulier leur financement. Et il nous semble que cette dernière mesure, c'est vraiment une priorité à porter, ce d'autant plus qu'elle peut parler à des parlementaires de tous bords et en particulier de la droite et du centre. Or, on a vu la droitisation du sujet, ça peut être plutôt intéressant et notamment en prenant l'angle de la compétitivité de la France. Et d'ailleurs, en 2020, on avait fait travailler nos associations sur des propositions pour la relance. Donc, c'était en amont du plan de relance post-Covid du gouvernement. Et donc, ce sujet-là était parmi les principaux et ça avait plutôt bien marché. On avait un retour assez enthousiaste des différents ministères. Euh, et par ailleurs, contrairement à d'autres pays, on peut citer l'Angleterre en particulier, mais l'Italie aussi, et Alice en a parlé un petit peu tout à l'heure, contrairement à ces pays-là, la contestation de l'expérimentation animale, elle fait quasiment pas partie en France du débat public. Ça a été beaucoup le cas au 19e siècle, mais aujourd'hui c'est très peu le cas. Si on regarde par exemple en Angleterre, ça fait des décennies que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les médias, qui est un vrai sujet sociétal. Chez nous, c'est quand même beaucoup moins le cas.
Et donc, faute de mobilisation forte sur le sujet, et donc de pression suffisante, en fait, pour pouvoir en faire un problème public, du coup, les politiques s'en emparent pas beaucoup. Et de fait, c'est un sujet qu'ils connaissent mal. C'est un sujet qui est très technique. Nous, on le voit par rapport à d'autres sujets qu'on porte, la condition animale, que ce soit les conditions d'élevage, les sujets de chasse, de protection des animaux sauvages, etc. Là, souvent, ils ont un avis, ils ont une certaine compréhension, disons, de ce dont on leur parle. Sur ce sujet-là, ils vont plutôt avoir tendance à s'en remettre à l'avis majoritaire des chercheurs, qui sont plus perçus comme des figures d'autorité. Et on sent qu'il y a il peut y avoir une méfiance parfois vis-à-vis du discours d'organisation qui s'opposerait trop frontalement à l'expérimentation animale en soi. Et donc, il nous apparaît qu'il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des décideurs à court et moyen terme pour espérer à plus long terme remettre un peu plus largement en cause cette pratique. Et surtout, donc, comme je disais, pousser sous l'angle compétitivité et efficacité, et surtout pour le développement massif des alternatives, de manière à ce que le recours à ces méthodes paraisse comme une évidence par la suite. Sur l'aspect pédagogie, bon, c'est un travail que nous, on mène au quotidien lors des rendez-vous qu'on a avec les parlementaires notamment, et aussi lors d'événements. Donc, on avait organisé typiquement plusieurs événements au fil des années, mais notamment l'année dernière, de tables rondes sur comment voilà, limiter le recours aux animaux et comment mieux favoriser le développement des méthodes substitutives. Et on avait une trentaine de parlementaires et de collaborateurs de parlementaires qui étaient présents. Sur l'aspect pragmatisme, on se concentre donc, comme je le disais un petit peu au début, sur des mesures un peu d'évidence ou qui apparaissent comme peu coûteuses et non clivantes. Donc, publication des résultats négatifs, préenregistrement des études, etc. Et surtout, on met l'accent sur le financement et notamment via le projet de loi de finances. Donc, c'est un texte qu'on a beaucoup investi avec nos associations ces dernières années. Et notamment l'année dernière, du coup, on a refait un événement comme on le fait régulièrement avec les parlementaires, spécifiquement sur cette question. Et donc, plusieurs associations avaient défendu des amendements en lien avec l'expérimentation. On travaille aussi avec Human World for Animals sur la révision du règlement REACH qui est attendu. Alors, on ne sait pas trop si elle va arriver ou pas, mais Alice l'a un peu évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a un risque potentiellement de multiplication des tests et donc des tests sur animaux. Et donc ça, c'est un dossier sur lequel on va beaucoup invoquer l'argument des coûts et la question de la simplification pour les entreprises. Et donc en fait, c'est assez rigolo parce que c'est un argument qu'on va plutôt chercher à contrer dans d'autres domaines et notamment dans le domaine agricole, mais qu'on va utiliser dans ce cas-là. Et dans ce cadre-là du règlement REACH, on travaille aussi à faire redéposer une proposition de résolution européenne donc au Parlement français euh, pour voilà, que la France, en gros, ait une position de ne pas favoriser la multiplication des tests et puis de manière plus générale de favoriser le développement des alternatives. Euh, voilà pour ça, pour donner un petit peu plus de positif. Là, il y a une séquence qui va s'ouvrir, qui est même déjà en train de s'ouvrir, qui est celle de la présidentielle. Pour nous, ça va constituer une opportunité de mettre sur le devant de la scène et de remettre dans le débat public un certain nombre de sujets qui concernent les conditions animales. Et je pense que celui-là peut tout à fait en faire partie. Et on peut, dans ce cadre-là, qui est un cadre beaucoup plus clivé que le cadre habituel de travail des décideurs, on peut potentiellement faire se positionner des candidats de manière un peu plus frontale. Et donc, par exemple, avec des objectifs de réduction du nombre d'animaux utilisés dans la recherche, etc. On compte bientôt présenter aux associations de protection animale une campagne commune pour faire s'engager les candidats à la présidentielle. C'est ce qu'on avait fait en 2022. Et on espère donc arriver à faire s'engager encore plus de candidats que ça n'avait été le cas à l'époque. Euh, et pour terminer rapidement, je pense que ce qui nous manque, enfin, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais je vais insister là-dessus, je pense que ce qui nous manque en France, pour pouvoir avancer plus rapidement au niveau politique et plus efficacement, c'est une mobilisation beaucoup plus large de l'opinion. Et ça, bon, alors ça, c'est pas un travail que qu'elle peut faire, on est vraiment sur le plaidoyer politique, mais que ça serait utile d'avoir des formes de mobilisation comme ça a pu être le cas en Italie. Si l'Italie a adopté une réforme
très favorable en 2016, c'est le résultat de plusieurs campagnes qui se sont emboîtées les unes dans les autres, mais notamment une campagne qui avait fait beaucoup de bruit, qui était celle pour faire fermer un élevage de beagles qui s'appelait Green Hill en Italie. Et on a vu à ce moment-là une très large mobilisation citoyenne, avec pas seulement des mobilisations militantes, mais vraiment des gens qui venaient manifester, qui étaient pas du tout dans ces cercles-là, avec une très bonne coordination d'ONG, certaines beaucoup plus institutionnelles, qui faisaient un travail de plaidoyer, etc., certaines plus radicales, qui menaient comment dire, des mobilisations de terrain un peu plus véhémentes. Et ça a très, très, très bien fonctionné. Et je pense que c'est le genre de mobilisation dont on aurait besoin chez nous, et aussi, bien sûr, avec des relais médias, influenceurs, etc. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Voilà pour moi. Est-ce que tu penses que le Rousset pourrait être le prochain Green Hill? Ben, tout à fait, mais ça, bon, après, ça dépend de la capacité, oui, des associations à mobiliser. Et je pense, alors là, Green Deal, c'était 2013, les choses ont beaucoup déjà changé dans la société en général, hein. Je veux dire, donc là, aujourd'hui, je pense que ça passerait ouais, par des influenceurs, essayer d'obtenir que certains puissent éventuellement se mobiliser, venir sur le terrain, faire des médias-reportages, j'en sais rien. Enfin bon, ça, c'est pas mon travail quelque part, c'est pas mon métier, mais je pense qu'il y a des choses à faire, ouais, clairement. Et ça, enfin, en tout cas, ça peut être un avatar quelque part de cette question de l'expérimentation animale. Il y a Denis qui demande si les enjeux stratégiques pour la recherche médicale française, indépendamment de la condition animale, sont bien compris par les politiques. Non, non, je dirais clairement pas. Je pense que c'est vraiment des sujets, comme je disais, c'est nous les sujets qu'on porte, donc encore une fois, hein, c'est l'ensemble des questions qui touchent à la condition et bien-être des animaux. La plupart des autres sujets, quand on arrive en rendez-vous, en général, ils ont quand même, enfin, nos interlocuteurs ont quand même une idée de quoi on parle et ont déjà un avis, alors qu'on peut venir challenger, mais c'est vrai que sur cette question-là, et d'ailleurs, c'est souvent une question, nous, quand on a des rendez-vous un peu généralistes, comme ça, la première fois qu'on rencontre un interlocuteur et qu'on n'a pas spécifiquement décidé ce jour-là de parler de ce sujet uniquement, c'est souvent le sujet où on doit un peu insister enfin, souvent ils essayent de l'évacuer, quoi, parce que c'est un sujet qui est complexe, qu'ils comprennent mal, et puis comme je disais, ils peuvent aussi avoir des a priori sur ce qu'on va leur raconter, et vouloir s'en remettre uniquement aux aux avis de chercheurs. Figure d'autorité. Joël demande, elle n'a pas très bien saisi si vous privilégiez le dialogue avec la droite et le centre, ce qui correspond plus aux tendances politiques des décideurs, plutôt qu'au dialogue avec les parlementaires, plutôt de gauche, écologistes et LFI, qui ont un programme contre l'exploitation animale. Bah, donc, de manière générale, nous, sur les sujets qu'on porte, donc qui, encore une fois, sont plus larges que la question de l'expérimentation, on va avoir beaucoup plus de soutien à gauche. Ça, c'est le fait. Alors, c'est pas toute la gauche, hein, c'est une certaine gauche, c'est certains partis de gauche qui ont, disons, vraiment intégré ces questions-là, on va dire, dans leur corpus idéologique, leur logiciel. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur cette question-là, pour le coup, c'est vraiment une question sur laquelle on peut beaucoup plus facilement toucher la droite et le centre. Parce qu'on va parler compétitivité, on va parler de coûts pour les entreprises, là, typiquement sur Reach, on a beaucoup plus d'intérêt. Enfin, bon, en tout cas, on arrive beaucoup plus facilement à avoir de l'intérêt de ce côté-là. Alors mais parce que justement, quelque part, on parle moins d'éthique que sur d'autres sujets où en fait, bon, bien sûr, sur tous les sujets, on va essayer voilà, d'avoir des arguments environnementaux, économiques, etc. Mais l'essence quand même de ce qu'on demande, ça reste la volonté réelle et l'éthique. Là, pour le coup, sur ce sujet-là, en prenant des angles de compétitivité, on arrive vraiment à toucher on va dire, une population d'élus qu'on touche plus difficilement sur d'autres sujets, nous. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette thématique. Il y a Muriel qui demande qu'est-ce qu'on fait des élus qui s'engagent au moment des élections puis qui font rien une fois qu'ils sont élus. Ben alors ça, oui, en effet. Alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est que je pense que le fait que les élus s'engagent, c'est intéressant en soi, au-delà du fait qu'ils respectent leurs engagements ou pas, parce que ça donne de la crédibilité à certains sujets. Ça fait que ça assoit une légitimité en fait de ces sujets à exister dans la sphère politique. Euh, et donc ça, je pense que c'est important en soi. Et donc le fait quelque part que des candidats à la présidentielle, y compris bah, typiquement ceux qui ne seront jamais élus, on le sait très bien, mais c'est important en soi. Et d'autant plus les candidats qui potentiellement pourraient être élus au-delà du fait qu'ils respectent leurs engagements. Donc voilà, il y a ça d'un côté, et de l'autre, bah, après en effet, à charge des associations, et je me fais dedans, hein, de faire savoir quand derrière ils respectent pas leurs engagements, et puis
de les confronter quelque part publiquement face au fait qu'ils ne respectent pas ce sur quoi ils sont engagés. Hmm. Merci beaucoup, Melvin. Donc toi, tu dis, ben oui, pour que les politiques s'engagent, il faut qu'ils aient une pression citoyenne plus forte. Donc ça nous amène assez naturellement à l'intervention d'Émilie, donc la question de l'opinion publique. Et c'est sans doute l'expérimentation animale le sujet qui soulève le plus de dilemmes moraux, parce que c'est vraiment l'endroit où on a l'impression que les intérêts des animaux non humains se catapultent contre les intérêts humains. Et les partisans de l'expérimentation animale, exploitent justement cette tension et ils mobilisent souvent l'idée implicite que toutes les vies ne se valent pas. Et du coup, on va s'intéresser ici à la question, non pas peut-on se passer de l'expérimentation, mais doit-on se passer de l'expérimentation animale pour des raisons morales? Et est-ce qu'un point de bascule peut se faire jour à cet endroit-là? Donc, Émilie, tu es spécialiste en études animales, tu es professeure des universités à Rennes 2, où tu diriges le DU Animaux et Société. Et tu es aussi membre senior de l'Institut universitaire de France. Et tu viens de publier aux presses de Sciences Po cet ouvrage Penser la condition animale, que j'ai lu. Nous t'écoutons. Merci Charlotte, merci à Antidote pour cette invitation. Avant de parler spécifiquement d'éthique, je voudrais parler un petit peu de questions de recherche, parce qu'il se trouve que je dirige un groupe de chercheurs et chercheuses qui s'appelle l'ORCA, Observatoire de recherche sur la condition animale, et que jusqu'à il y a quelques mois, on était un groupe CNRS, un réseau prospectif CNRS. Et on a produit un rapport assez volumineux il y a quelques semaines euh, à la demande du CNRS sur l'état de la recherche sur la condition animale en France. Et dans ce rapport, il y a une section dédiée à l'expérimentation. Donc, je voudrais vous faire part de quelques remarques soulevées et de quelques points soulevés dans cette section. Cette section a été rédigée par Romain Espinosa, qui est économiste, et le juriste François-Xavier Roudemar. Et tous les deux, ils soulignent que la régulation de l'expérimentation animale a été confiée aux expérimentateurs eux-mêmes. Ce sont eux qui contrôlent les comités d'éthique avec des participations extérieures plus ou moins variables. Donc, d'une part, ils se présentent comme les détenteurs de l'expertise technique, ce qui est incontestable, hein, ils sont des experts techniques de l'expérimentation, mais ils se trouvent en même temps juges de la légitimité de leur propre travail. Et donc, ça crée une tension qui n'est pas résolue entre, d'une part, les compétences scientifiques et puis la question des conflits d'intérêts. Donc, si on parle d'éthique animale, dans le champ de l'expérimentation et dans d'autres, on parle de quelque chose qui relève non pas de la biologie, mais qui relève de la philosophie. Hein, c'est la discipline primaire qui s'intéresse à l'éthique. Après, il peut y avoir d'autres disciplines qui s'intéressent à l'éthique, notamment dans les sciences humaines et sociales, mais c'est d'abord la philosophie. Donc on voit qu'il y a là-dedans une question de hiérarchie des disciplines, avec la biologie qui se pose en surplomb des autres disciplines directement concernées par l'éthique. Alors justement, l'éthique, qu'est-ce qu'elle nous dit sur ce sujet? Donc, comme tu le rappelais, Charlotte, je viens de publier un ouvrage qui parle de la condition animale en général. Hein, c'est pas spécifiquement d'expérimentation, mais dans ce livre qui s'appelle Penser la condition animale, je rappelle les positions des deux figures majeures qu'on cite souvent en éthique animale contemporaine parce qu'ils ont c'est nos figures qui ont revivifié l'éthique animale à la fin du XXe siècle. C'est Peter Singer et Tom Regan. Donc, Peter Singer, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'expérimentation animale? Nous dit qu'elle n'est pas mauvaise en elle-même, qu'il faut regarder les conséquences qu'elle produit et que si une expérimentation sur un individu donné peut en sauver des milliers d'autres, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle peut se justifier. Ça, c'est le raisonnement utilitariste de Peter Singer, qui a été beaucoup critiqué par les animalistes. Mais il introduit une condition très importante. Il nous dit, elle serait légitime si on accepte de remplacer un animal non humain par un humain. Et en général, on n'accepte pas de remplacer les animaux non humains par des humains. Même si le rapport du COMEX nous dit qu'il y a quelques domaines où on fait appel à des humains volontaires
pour tester. La position de Tom Regan est plus absolue. Il est contre l'expérimentation animale parce qu'il défend une approche des animaux comme étant des sujets d'une vie, c'est-à-dire des êtres qui ont leur propre désir, leur propre volonté, leur propre agentivité. Et il dit dans une phrase qui, je trouve, exprime bien sa position et qui est imagée, il dit, les animaux ne sont pas nos goûteurs, nous ne sommes pas leurs rois. Voilà, donc ces positions, elles sont pas, elles s'inscrivent vraiment dans l'éthique animale contemporaine. Et si on regarde un petit peu les choses spécifiquement sur la question de ce qui est dit dans le rapport du COMETS sur le projet d'extension du Rousset, c'est que on identifie plusieurs types de spécisme. Spécisme, c'est le traitement illégal fondé sur l'espèce. Il y a un spécisme qu'on pourrait qualifier de modéré, où dans certaines recherches, les animaux ont une certaine valeur, et leurs intérêts comptent moins que ceux des humains. Et puis d'autre part, il y a un spécisme qui est plus radical, où les intérêts vitaux et les intérêts secondaires des animaux comptent moins que les intérêts vitaux et les intérêts secondaires des humains. Donc il y a un spectre comme ça de spécisme plus ou moins modéré, plus ou moins radical. Alors, spécifiquement, sur quoi se fonde l'éthique animale contemporaine pour se positionner sur l'expérimentation et sur d'autres sujets? Eh bien, le cœur, c'est la notion de sentience. Et là, je reprends la définition donnée par le philosophe Jonathan Birch dans son ouvrage récent de 2024 qui s'appelle The Edge of Sentience, les frontières de la sentience. Et qu'est-ce que c'est la sentience? C'est la capacité à vivre des expériences valancées. Ça veut dire, si j'ai une expérience valancée, elle est bonne ou elle est mauvaise pour moi. C'est une émotion, une sensation. Et pourquoi est-ce que la sentience est si importante en éthique? Parce qu'elle est un critère d'inclusion dans la communauté morale. Qui sont les êtres qui ont des intérêts dans cette communauté? Eh bien, ce sont les êtres sentients. Si je suis une humaine, je suis sentiente, j'ai des intérêts. Si je suis une femelle macaque, je suis sentiente, j'ai des intérêts. Et si je suis une souris aussi. En revanche, si je suis une rivière, une forêt, une amanite, je ne suis pas sentiente, je n'ai pas d'intérêt. Et si on fait rapidement le tour des animaux pour qui la sentience est avérée aujourd'hui, il y a les mammifères, les poissons, les reptiles, les batraciens, les oiseaux, mais aussi certains mollusques, les mollusques céphalopodes et les crustacés décapodes. Donc, quand on regarde les chiffres des animaux utilisés en expérimentation, ben, on voit que la grande majorité, si ce n'est tous, sont des êtres sentients qui ont des intérêts. Un autre point intéressant dans le rapport du COMETS, c'est pas simplement la question de l'éthique et de la légitimité morale de l'expérimentation, c'est aussi la question de son acceptabilité. Hein, dans son avis final, il part de ce qui est acceptable. Donc je pense qu'il faut aussi dans ce débat se demander où en est l'acceptabilité sociale, pas simplement se poser les questions en termes éthiques. Donc, il y a les questions techniques et les questions éthiques et il y a les questions d'acceptabilité. Je reviens au rapport ORCA que nous avons produit il y a quelques mois. Ce rapport souligne qu'on est dans une société qui est de plus en plus critique des cadres normatifs anthropocentrés. Et les Françaises et les Français sont majoritairement opposés à l'expérimentation animale. 86% souhaitent l'interdire quand il y a des méthodes alternatives. Donc il y a quand même une condition majeure sur cet appel à l'interdiction. C'est-à-dire que la population française accepte l'expérimentation dans certains cas qui sont jugés nécessaires, notamment en médecine. Donc c'est une position ambivalente qui révèle différents niveaux d'acceptabilité. Par ailleurs, les sondages mettent également en relief une opposition croissante des Françaises et des Français sur le sujet de l'expérimentation. Entre 2003 et 2023, on a plus 10%, on est passé de 64% d'opposition à 74% d'opposition. Et ces enquêtes soulignent un dernier point, le fait que la majorité des Françaises et des Français ne font pas confiance aux chercheurs et aux chercheuses sur ces questions. Donc on a une question de défiance aussi à l'égard des scientifiques.
Donc on voit un changement notable dans l'opinion publique, même si, comme le disait Melvin, ça ne se traduit pas en termes de mobilisation. En tout cas, ça se traduit dans le déclaratif. Et donc peut-être que ce serait un des leviers qui permettrait une meilleure prise en compte des intérêts des animaux non humains qui sont utilisés dans ces pratiques. Bon, pour terminer sur un horizon, on a souvent l'habitude de dénoncer plein de choses qui se passent mal et puis de finir en se disant oui, mais il y a un horizon positif derrière tout ça. Alors, quel serait l'horizon positif? En s'appuyant sur l'acceptabilité sociale, euh, je propose depuis 2 ou 3 ans un concept que j'appelle la zooinclusivité, le fait de considérer les animaux non humains, mais en s'appuyant sur l'acceptabilité sociale des pratiques pour accompagner le changement. Et la spécificité de la zooinclusivité par rapport à d'autres approches, c'est qu'elle est graduelle et que l'important, c'est la directionnalité, c'est-à-dire le fait de progresser. Donc, on voit ici qu'avec le projet du Rousset, on est dans l'inverse de la directionnalité, c'est-à-dire qu'on revient en arrière, on veut réaugmenter quelque chose qui décroît par ailleurs. Donc, il y a vraiment un paradoxe. Il y a une acceptabilité sociale forte pour le changement sur l'expérimentation animale, pour la transparence aussi, en termes de connaissances scientifiques, de diffusion des connaissances. Et il y a une forte acceptabilité pour les méthodes alternatives. Donc, la zooinclusivité s'appliquerait dans ce champ. L'un des points clés de la zooinclusivité, c'est aussi de reconnaître que le manque de changement n'est pas juste une question de valeur, d'absence de valeur, mais de barrières structurelles et culturelles. Alice en a parlé au niveau européen, Melvin aussi. Dans le contexte de l'expérimentation animale, il faut identifier ces barrières, voir comment on peut contribuer à les dépasser. Du côté de la recherche, confier l'évaluation éthique de l'expérimentation aux personnes compétentes, c'est-à-dire à des éthiciens et des éthiciennes, ce serait évidemment un premier pas. Suivre les recommandations de l'UE et la tendance générale qui est à la décrue, au contraire du projet du Rousset. Et puis pour citer une dernière fois le rapport que nous avons produit à l'Observatoire de recherche sur la condition animale, je cite mes collègues, dans les années à venir, l'amélioration du sort des animaux dans ce domaine pourrait reposer sur 2 principaux leviers, qui seraient le renforcement de la législation, bien sûr, et un recours accru aux méthodes alternatives, notamment via une réorientation des financements et une meilleure diffusion des connaissances associées, comme le disait Melvin sur les politiques. Les élus ont une mauvaise connaissance des enjeux techniques et éthiques, mais le public aussi. Donc il y a un gros travail pédagogique à faire également. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que le rapport de l'ORCA est disponible au grand public? Pas, pas encore. Il sera bientôt. D'accord. Euh, il y a une question sur les points de droit qui méritent, selon toi, une amélioration. Est-ce que sur la partie juridique, tu aurais quelque chose à dire? Je vais botter en touche à Alice. Mais je pense que t'as déjà dit quelque chose qui, peut-être que tu l'envisages pas comme une proposition juridique, mais en fait, c'en est une, c'est la question de la composition des comités éthiques. Parce Ouais. qu'effectivement, il y a une sous-représentation des sciences humaines, en fait, de toutes les sciences qui ne seraient pas des sciences naturelles. Donc, De façon plus générale, toutes les propositions juridiques qui vont dans le sens d'une personnification des animaux non humains, même si elle est technique, c'est ce que propose Jean-Pierre Marguenot, par exemple, c'est une personnification qui serait différente de la personnification du côté humain, mais ce qui permettrait de sortir d'une marchandisation. J'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Roland, ou peut-être que c'était André qui parlait du coût. Un macaque vaut 28 500 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un macaque est considéré comme un bien meuble. Donc ça, c'est vraiment c'est une des bases juridiques où on est enfermé dans ce rapport, division entre les biens et les personnes,
qui traverse toutes les questions liées à la condition animale. Et en expérimentation animale, on n'y échappe pas non plus. Donc je pense que ce serait vraiment un levier majeur d'évoluer vers cette personnification technique des animaux non humains. Hmm. Merci Émilie et Alice pour ces précisions. On me demande aussi s'il est possible d'avoir les PowerPoint du coup, mais j'imagine que oui, on mettra ça en effet à disposition. Il est temps de conclure. Pour celles et ceux qui veulent agir dans les jours à venir, One Voice coordonne une mobilisation nationale dans une dizaine de villes en France contre l'expérimentation avec un focus sur le centre du Rousset. C'est samedi 25 et dimanche 26 avril. Merci à toutes et tous pour vos précieuses contributions. Merci à Antidote Europe pour l'organisation de ce webinaire et je laisse le mot de la fin à André. Merci beaucoup. Un grand remerciement à tous les intervenants, à Charlotte et aux participants. Pour les personnes qui ont posé des questions et qui n'ont pas reçu des réponses, et pour toute personne qui, après coup, a pensé à une question, ce que je vous propose, c'est de nous envoyer votre question à info@antidote-europe.eu et soit on vous répond, soit on transmet la question à l'intervenant concerné. Donc info@antidote-europe.eu. Et la vision, si vous voulez, le point de bascule, euh, en ce qui concerne l'enseignement et la formation, nous avons quasiment la possibilité de remplacer toute utilisation des animaux à des fins scientifiques dans l'enseignement et la formation. Malheureusement, cela représente seul 1% de la totalité de l'utilisation. La deuxième thématique, c'est la réglementation qui représente entre 20 et 25% de toute utilisation. Et là, nous voyons avec les technologies disponibles comme les organes sur puce, à un moment donné, les industriels n'auront pas le choix. Ils vont passer aux technologies dignes du 21e siècle. Et donc la troisième thématique, et ça c'est le noyau le plus dur, c'est les chercheurs en matière de recherche fondamentale et appliquée. Mais je pense que le point de bascule va venir les industriels, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, une fois qu'elle commence à utiliser les organes sur puce et les autres outils pour remplacer les tests sur animaux, quand ils vont demander à une équipe de recherche universitaire de développer un nouveau médicament contre le cancer et que les chercheurs leur répondent, OK, on commande tout de suite 1000 souris la semaine prochaine, les industriels vont dire non, non, attendez, on veut passer plutôt aux organes sur puce. C'est ce qui va obliger les chercheurs, à mon sens, de commencer à réfléchir et remplacer leur méthode de recherche et donc les animaux. Donc, je vous laisse avec cet espoir plutôt positif. Et encore une fois, je remercie toutes et tous vivement au nom d'Antidote Europe et au nom des animaux et au nom de la santé humaine. Merci, au revoir. Oui. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.